Bon, merci à tous les trois d'être là pour parler freelancing. Vous êtes 3 experts du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir si c'est un vrai sujet d'émancipation ou si ça crée aussi un peu de précarisation et des nouveaux problèmes pour ces personnes-là. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Laetitia, peut-être, est-ce que tu veux commencer? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, je m'appelle Laetitia Vito et j'écris sur le futur du travail. Du coup, je collabore avec un certain nombre d'acteurs qui sont concernés par le futur du travail, dont Malte, pour qui j'ai écrit des études sur les freelances qui sont... Alors Malte, c'est pas le pays, c'est pas l'île. Alors Malte, c'est pas le pays. Malte, c'est une plateforme de freelance française, mais qui vient de se lancer en Espagne et qui va se lancer dans d'autres pays d'Europe. Donc c'est la plus grosse plateforme des freelances en France. Ok, je t'ai coupé du coup, tu disais que tu écrivais pour eux. Alors voilà, j'écris pour eux, j'écris pour d'autres acteurs, et puis j'enseigne à Sciences Po et à Paris-Dauphine, où j'ai créé un cours sur en gros où est-ce qu'on va, d'où on vient et où est-ce qu'on va en matière de travail. Parfait. Yann? Bonjour, alors moi je suis consultant marketing digital, j'aide des cabinets de conseil et d'avocats à trouver des clients principalement sur LinkedIn. Et à côté, j'aide les freelances, les indépendants à se lancer, à trouver des clients sur Internet et donc aussi sur LinkedIn entre autres. J'ai une chaîne YouTube où j'aide les indépendants à se lancer. Donc tu postes des contenus pour leur expliquer. Je fais comment... 4 vidéos par semaine où j'essaye d'apporter mon expérience et des conseils par rapport à ça. Ok, super. Nicolas? Et moi, je suis l'un des fondateurs de Shine, qui est un service pour les indépendants. C'est un copilote pour freelance, d'une certaine façon. C'est construit, donc c'est à la fois un compte bancaire avec une appli, une Mastercard, etc. et plein de services qui facilitent la vie des indépendants pour facturer, gérer ses reçus, savoir combien on va payer de charges, déclarer, etc. Donc là, on va passer 1 heure à discuter ensemble, mais en plus, on restera une demi-heure supplémentaire tous les deux pour vraiment parler de Shine et de ton parcours, un peu comme Arthur vient de le faire jusqu'ici. Mais là, du coup, pour démarrer un peu cette table ronde sur ce sujet du freelancing, est-ce qu'on peut essayer, ça paraît peut-être basique comme question, mais ça me semble important de commencer par ça, est-ce qu'on peut essayer d'avoir d'abord une définition de ce qu'est le freelancing? Parce qu'on parle à la fois de freelance, on parle d'indépendant, on parle d'auto-entrepreneur, on parle d'autres statuts. Quand on parle de freelancing, c'est un mot un peu générique qui réunit tout ça, ou au final? Pas de structure, d'institution. En fait, ils rentrent dans des cases qu'ils ont créées d'ailleurs pour eux-mêmes. Ils ont un fonds de commerce, par exemple, où ils ont une licence qui leur permet d'exercer une profession. Et ça leur donne en fait une sorte de contrepartie qui, par exemple, leur donne accès au crédit bancaire, leur donne accès, ils peuvent louer facilement un appartement. Ce que des nouveaux types d'indépendants auront beaucoup plus de mal à faire parce qu'ils ne rentrent pas dans les mêmes cases. Donc déjà, être indépendant, c'est pas... Il y a des différences sur les métiers, en fait, c'est ça Alors, c'est-à-dire qu'un freelance n'a pas une contrepartie type fonds de commerce qui peut mettre sur la table dans une réunion avec son banquier, par exemple. C'est pas quelqu'un qui a une licence qui lui protège ou réglemente sa profession. Là où vous voyez qu'un notaire, par exemple, est extrêmement protégé, un médecin, c'est pareil. Donc il y a un certain nombre de règles qui encadrent la profession, qui empêche aussi la concurrence, parce que n'importe qui ne peut pas dire aujourd'hui je suis médecin, aujourd'hui je suis notaire, c'est une profession réglementée. À la différence donc, ces nouveaux indépendants, qu'on appelle du coup les freelances, n'ont pas ça, ne rentrent pas dans ce schéma-là et dans ce cadre-là. Et donc eux doivent inventer des nouvelles institutions, des nouvelles cases, des nouvelles habitudes, on va dire, qui vont permettre de faciliter leur vie. On parle de combien de personnes, là, en France Alors, les indépendants, c'est beaucoup de monde, mais si on parle des freelances qui sont du coup des professionnels qualifiés qui vendent leurs services aux entreprises, donc tous ceux de la classe créative, on va dire, des designers, des développeurs, des consultants divers et autres, community managers, etc., c'est moins d'1 million de personnes. Après, selon la définition que l'on donne, parce qu'il n'y a pas une définition établi dans un dictionnaire de ce que c'est qu'un freelance, vu que c'est un mot qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, et du coup on l'utilise pour parler de tout et de n'importe quoi. Moi je propose qu'on s'en tienne à cette définition-là qui est un peu plus stricte. Donc un petit million de personnes, c'est ça que tu dis? Petit million de personnes en France. Ok, et à l'échelle de l'Europe? À l'échelle de l'Europe, ce sera une dizaine de millions. Qui sont ces professionnels qualifiés qui vendent leurs services directement aux entreprises. Ok. Donc,
c'est relativement marginal, 10 millions sur 500 millions d'Européens, 1 million de Français, c'est relativement marginal, mais c'est en forte croissance. C'est vraiment la population des indépendants qui est en croissance très très rapide, là où les indépendants traditionnels, il n'y a pas une explosion du nombre de notaires, et pour cause, c'est une profession réglementée, et on a plutôt toujours moins d'artisans, toujours moins de... les indépendants classiques, ils ne sont pas en augmentation, et donc l'augmentation de la population totale des indépendants, on la doit essentiellement à l'augmentation du nombre de freelances. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je comprends. Cette croissance-là, on la voit depuis combien de temps ? Alors, en gros, depuis le début des années 2000, sachant qu'aux États-Unis, c'est plutôt les années 90, et la création de la Freelancers Union, qui est première grande société d'assurance et un peu syndicat pour les indépendants aux États-Unis, elle date du milieu des années 90. La création de la plateforme eBay date du milieu des années 90. Donc on a tout un tas de faisceaux d'indices qui nous montrent qu'il y a eu un moment de bascule au milieu des années 90. Et en France, ce serait plutôt le début des années 2000, moment où le nombre d'indépendants a recommencé à monter un petit peu, parce qu'en fait, il était tombé très 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 bas à la fin du XXe siècle. On avait un pic du salariat, tout le monde était salarié quasiment. Plus de 90% des actifs étaient salariés à la fin des années 90, au début des années 2000. Et aujourd'hui, depuis 2000, le nombre des indépendants commence à nouveau à augmenter un petit peu, mais il reste encore assez bas, contrairement à ce qu'on peut entendre, par rapport aux années 60, aux années 1960, 1970, 1980, où il y avait beaucoup plus d'indépendants qu'aujourd'hui. Là, c'est si on parle des indépendants. Voilà, des commerçants, toutes les professions libérales, etc. Les artisans. C'est ce qu'on appelle un peu se mettre à son compte dans le langage un peu courant, quoi. Être self-employed, être son propre patron. Mais si on s'intéresse au freelancing, du coup plutôt sur des métiers qui ont l'air d'être plus liés au numérique, etc., on voit aussi cette même croissance. Est-ce qu'on peut la lier au même phénomène de l'emploi dont tu parlais à l'instant ? C'est assez proche, en fait. Voilà, évidemment, du coup, c'est très très lié aux évolutions numériques, et la révolution numérique et puis la deuxième génération d'applications, de plateformes, etc. Pour les gens qui regardent en streaming, il y a un hélicoptère qui vient de passer. C'est l'intérêt d'être dans une salle un peu en extérieur comme ça aussi. Il y a des genres de surprises. C'est assez spécial. Il fait chaud, il y a l'hélicoptère. Voilà. Donc ça t'a coupé, pardon. Donc évidemment, oui, c'est très lié au numérique. Et comme il y a une grande partie de ces freelances qui sont très liés au phénomène numérique, forcément, il a fallu attendre une génération d'outils et d'entreprises et de plateformes numériques pour que l'augmentation s'accélère. Donc d'où le milieu des années 2000. Et puis en France, j'oubliais, en France, il y a eu un événement important qui a été en 2009, la création du statut d'auto-entrepreneur, qui a permis à beaucoup de gens professionnels ou semi-professionnels de se lancer, et qui a fait un petit rattrapage, parce qu'en France, il y avait très peu d'indépendants de cette catégorie-là, et donc il y en a eu beaucoup plus à partir de 2009. Donc il y a eu un petit phénomène de rattrapage avec la création de ce statut. Ok. Donc là, on voit qu'il y a en gros des choses qui facilitent le fait de devenir freelance. Il y a les plateformes numériques, il y a les métiers aussi finalement qui évoluent et qui ne nécessitent pas forcément de travailler en équipe, d'être salarié pour avoir ces métiers-là. Il y a le statut auto-entrepreneur qui arrive. Vous, messieurs, qui travaillez aussi régulièrement au contact de freelance, est-ce qu'ils vous expliquent pourquoi est-ce qu'ils le deviennent ? Est-ce que vous voyez qu'il y en a aussi de plus en plus qui viennent travailler avec vous, qui viennent consommer tes contenus ? Est-ce que vous sentez au quotidien, vous aussi, cette croissance ? Et est-ce qu'ils expliquent un peu pourquoi ils deviennent freelance ? Est-ce que c'est juste parce que c'est plus facile de le faire et why not ? Parce que c'est facile, pourquoi pas tenter ? Ou est-ce qu'il y a d'autres motivations un peu qui se cachent derrière ça ? Nicolas. Comme on disait, il y a plusieurs choses, mais ce qu'on retrouve chez la plupart des freelances qui se lancent, c'est quand même cette intention de travailler différemment, d'être plus libre et d'être un peu plus maître de son destin. Ça concerne beaucoup les métiers du web pour une raison simple aussi, c'est que c'est des métiers qui évoluent très vite, les technologies changent, les outils qu'on utilise, les modes, etc. Et donc, si on est pendant 2, 3, 4, 5 ans dans la même boîte, on a plus de difficultés à se former, à s'adapter, que si on change de client tous les 3 mois ou tous les 6 mois, où à chaque fois, on va être confronté à un nouveau sujet, et du coup, on va être obligé d'apprendre un peu sur le tas, mais c'est plus revigorant, quoi. Donc les métiers s'y prêtent plus, et puis les gens ont tout simplement envie de travailler en dehors du cadre de subordination du salariat. Il y a des métiers qui sont en très forte tension, comme les développeurs, pour qui c'est absolument pas un problème de trouver du travail et des missions,
Et du coup, dès qu'ils ont le choix, ils se disent bah, je vais me mettre en freelance, je vais gagner un petit peu mieux ma vie, ce qui est discutable d'ailleurs, mais ils se disent en tout cas je vais gagner un petit peu mieux ma vie et puis je vais pouvoir m'organiser comme je veux. Moi je suis plutôt du soir, moi je suis plutôt du matin, des choses comme ça. Et puis aussi des gens qui se retrouvent sur le carreau, qui se font virer, et c'est pas forcément des jeunes, hein, il y a des gens de 30, 40, 50 ans qui se disent bah, est-ce que j'ai vraiment envie de retrouver un job à plein temps ou est-ce qu'en fait mes compétences font que je peux me trouver du boulot comme ça, avec plusieurs clients, encore une fois en m'organisant différemment et en continuant à apprendre des trucs sans avoir forcément un patron toute la journée. Donc c'est quand même beaucoup une forme d'aspiration à une façon de travailler différente. Oui, il y a vraiment une tendance par rapport à ça. Enfin, moi, je le vois beaucoup, je reçois beaucoup de messages de gens qui en ont vraiment marre en fait, de la hiérarchie en entreprise, etc. Donc il y a une vraie, il y a un truc qui se crée, enfin, qui se passe en fait actuellement, qui se passe depuis quelques temps déjà, mais c'est vrai que les gens, j'ai l'impression, s'écoutent un peu plus. Et il y a un moment quand on se rend compte qu'en passant plusieurs années dans une boîte, on ne pourra pas aller plus haut, on ne pourra pas gagner plus. Voilà, on se dit bon, la voie c'est le freelancing et il y a souvent, enfin moi ce que je dis souvent, c'est qu'il y a qu'à regarder un petit peu les personnes qui ont quelques années d'expérience en plus que nous dans une boîte pour voir où est-ce qu'on va terminer. Enfin bon, ça c'est mon avis qui est très évidemment qui est peu objectif, mais voilà, il suffit de regarder les personnes qui sont quelques années au-dessus de nous pour voir et regarder combien est-ce qu'elles gagnent et pas que ça, c'est pas qu'une question d'argent, mais vraiment à quel poste elles sont et on se rend bien compte qu'il y a une espèce de rigidité et que voilà la méritocratie en entreprise elle est de plus en plus compliquée et c'est ce qu'on va chercher. Du coup, en se lançant en tant qu'indépendant, parce que voilà, il n'y a pas ce plafond. Voilà, moi, en tout cas, ça a été mon parcours. J'ai notamment en agence de publicité. Il y a un moment où voilà, on enchaîne les CDD, etc. Il y a un moment où on se dit bon bah si j'ai envie d'aller plus loin, si j'ai envie de sortir de mon cadre, de ne pas faire que ce qu'on me permet de faire, je vais aller faire les choses par moi-même avec mes propres clients. Pourquoi est-ce que ces aspirations-là, elles sont là aujourd'hui? Pourquoi est-ce que dans les années 90, il y avait 90% de la population qui était salariée et ça se passait bien? Et pourquoi est-ce que 20 ans après, finalement, on a envie d'être indépendant? Et pourquoi est-ce que maintenant, on en a marre de nos patrons? Si j'entends, alors que t'en es un, mais pourquoi est-ce que les gens voilà, ne veulent plus bosser dans une entreprise, veulent bosser pour eux-mêmes, malgré tous les efforts qui sont faits sur la qualité de vie au travail, les conditions de travail, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un peu ce changement et pourquoi est-ce que de plus en plus de gens aspirent à être indépendants et veulent quitter l'entreprise? Laetitia ou Nicolas, peu importe. L'une des raisons, c'est que le deal qui était celui des 30 Glorieuses, où on se disait je vais rentrer dans une boîte, je vais lui être loyal, travailler dur pendant 40 ans, et pendant 40 ans, je sais que j'aurai un job, je sais que mon salaire va augmenter progressivement, il y a de très grandes chances que, comme globalement la société est en croissance, je vais avoir des opportunités professionnelles, de plus en plus de responsabilités et tout. Ça, c'était le deal qui a très bien marché pendant longtemps, et depuis les années 90-2000, tout le monde se rend bien compte que ce deal ne tient plus vraiment. Les boîtes sont obligées de se restructurer régulièrement, le chômage est de plus en plus fort, du coup les gens doutent du fait qu'ils vont ne serait-ce que garder leur emploi. Alors on ne parle même pas de continuer à progresser de manière assez linéaire. Donc les gens ne se projettent plus là-dedans et ça remet beaucoup en question le sens qu'on a dans son boulot. Parce qu'on se dit ok mais pourquoi je me battrais, à quoi bon du coup? Et les gens sont à la recherche de sens du coup dans une dimension temporelle plus courte. C'est-à-dire que si je me donne à fond maintenant, je veux avoir des retours maintenant. Je veux avoir de la considération, je veux voir que ça fonctionne bien. Et ça, dans le freelancing, ça fonctionne bien parce que comme on est un peu patron et qu'on a sa propre boîte au jour le jour en étant indépendant, on voit tout de suite que quand on fait plaisir à un client, il nous reprend une mission la fois d'après ou il en parle en bien, etc. Donc c'est vachement gratifiant. Dans une grosse boîte, c'est plus difficile de vivre ça. C'est aussi pour ça que plein de gens créent leur boîte, et là on ne parle pas du freelancing, mais il y a de plus en plus de gens qui créent des startups, beaucoup plus d'événements de ce type pour en discuter, et de plus en plus de gens qui ont envie de travailler dans des startups, pas forcément en tant que fondateur, mais en tant qu'employé. Et nous, un de nos vrais jobs en tant que fondateur, c'est de continuer à expliquer tous les jours ce qui nous fait vivre, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est une mission qui mérite qu'on se défonce pour la remplir, et en quoi chacun contribue à réussir cette mission. Et c'est ça un peu notre façon de répondre à cette crise-là. Le freelancing en est une autre. Donc il y a un peu d'incertitude finalement dans le marché du travail, et plutôt que de subir cette incertitude et de dire je serai viré un jour et je retrouverai quelque chose, ils prennent les choses en main et ils décident de devenir indépendants et d'aller chercher ce qu'ils ne peuvent pas trouver dans la durée dans leur boîte. Voilà.
Laetitia, c'est ça? Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, parce que je suis tout à fait d'accord, et en fait c'est la fin d'un deal. En fait, il y avait un deal avant qu'on peut appeler le deal fordiste, qui était voilà, loyauté en échange de loyauté, loyauté de l'employeur en échange de loyauté de l'employé. Et puis ça s'est désagrégé assez progressivement. C'est à partir en fait, c'est même déjà à partir des années 80 et 90 en particulier, avec la financiarisation de l'économie. On a commencé, enfin, plus aucune entreprise ne promettait voilà, cette loyauté-là. Et donc là, je pense que ce qui a été en premier, c'est la fin de la loyauté de l'entreprise, enfin de l'employeur. Et puis ensuite, petit à petit, les employés, ils se sont fait une raison en fait. Quand on est face à quelqu'un qui n'est pas loyal, on devient déloyal. Et puis après, ça devient en fait complètement normal. Et puis après, s'ajoute à ça l'accélération de la transformation des métiers, etc. Où on se dit finalement, on a beaucoup plus intérêt à continuer à apprendre, à prendre les devants, à anticiper, plutôt que de se faire virer, de prendre les choses en main, quoi. Et donc se former. Non, je voulais juste ajouter un petit truc par rapport à, justement au fait de voir les conséquences de ces actes. C'est vrai on est dans une génération de l'instantanéité. La génération Y, si on veut employer les grands mots, se lance beaucoup dans le freelancing, à des aspirations entrepreneuriales. Pour cette raison-là, il y a un management, moi j'ai l'impression en tout cas, qui est un peu cassé. Il y a des raisons pour lesquelles certaines grosses boîtes payent des cabinets de conseil pour pouvoir revoir un petit peu tout ça, la façon de manager. Et du coup, ce management-là, il est en inadéquation avec justement cette attitude de la génération Y qui a envie de voir concrètement que ces actions ont des conséquences à court terme. Du coup, c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, Laetitia et Nicolas, sur la génération, les tranches d'âge, est-ce qu'il y a un profil type du freelance ou de la freelance en France au niveau en fait, de l'âge, la moyenne d'âge n'est pas si basse que ça, parce que Nicolas le disait, il y a aussi beaucoup il y a aussi beaucoup de seniors. Alors, on a des seniors à 40 ans, donc on n'est quand même pas si vieux que ça. Sur le marché du travail français, c'est particulièrement dur, qui donc se disent que se mettre à leur compte, c'est peut-être une solution. Donc finalement, c'est pas forcément si jeune que ça. Et puis si on prend l'ensemble des indépendants, c'est certainement pas le cas. Et puis, alors, les entrepreneurs dans le numérique, c'est assez jeune, mais sinon, la moyenne d'âge, ça serait difficile. J'ai pas de chiffre exact. Je sais pas si tu en as, Nicolas, mais c'est pas si bas. Enfin, c'est pas si jeune. Et puis moi, je pense que je le dis pas de manière agressive, mais la notion de génération Y, c'est beaucoup du bullshit en fait. C'est qu'en fait, on est un quarantenaire de nos jours est beaucoup plus proche d'un vingtenaire d'aujourd'hui que d'un quarantenaire d'il y a 20 ans. Je sais pas si c'est clair. On a subi les mêmes changements cognitifs, les mêmes habitudes. Alors à moins d'être coincé dans une entreprise et de faire de faire son travail exactement pareil qu'il y a 20 ans. Donc il y en a. Il y a des gens de 40 ans qui sont effectivement vraiment différents des gens de 20 ans. Et puis évidemment, c'est pas la même chose d'être jeune et d'être plus vieux. Il y a des choses qui changent, mais ça, c'était pareil il y a 50 ans. Donc c'est beaucoup un truc qui sert le marketing et qui finalement cristallise un ensemble de changements qui concernent toute la population. Et puis les gens de 40 ou de 50 ans, ils s'emmerdent autant au boulot que les gens de 20 ans. Ils ont autant ras-le-bol du management bullshit, de la hiérarchie insupportable et de pointer du matin au soir. Donc je pense que c'est beaucoup plus vaste qu'un phénomène strictement générationnel. Après, oui, c'est ça, c'est une époque et on partage tous la même vie, quoi. En revanche, être jeune, ça a une différence, c'est que on rentre sur le marché du travail, donc on n'a pas forcément connu l'avant, et puis du coup, on est bien obligé de se composer avec ce qui existe. Et d'en prendre son parti. Donc voilà, je pense qu'avec des bémols, le phénomène générationnel, j'y crois pas trop. Pour revenir sur les chiffres, j'ai pas en tête de chiffres de marché précis, mais Shine, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un service plutôt utilisé par des jeunes urbains parce que c'est nouveau, parce que c'est sur mobile, etc. Et c'est un peu les a priori qu'on pourrait avoir. En l'occurrence, nous, les plus de 35 ans, ça représente 40% de nos utilisateurs. Sur les typologies dont on parle, parce que Shine ne s'adresse pas uniquement aux freelances tels qu'on les décrit là. Nous, c'est tous les indépendants. Donc, on a des professions libérales type avocat qui l'utilisent, on a des bikers Deliveroo, des chauffeurs Uber, on a toutes sortes d'indépendants qui utilisent le service et on s'adresse vraiment à tout le monde. Et on est d'ailleurs les seuls à s'adresser que aux indépendants. Mais si on regarde les freelances, c'est plus de 35 ans, c'est quand même 40% de nos utilisateurs, donc c'est beaucoup en fait. Je ressors juste mes chiffres aussi, ouais, mais c'est parce que je suis entouré de gens de mon âge que je me rends compte de ça. C'est vraiment des gens qui se lancent sur le marché du travail et qui du coup n'ont pas forcément la même patience que d'autres pour supporter longtemps en fait l'entreprise. Moi, c'est par rapport à mes chiffres, c'est du 25-35 ans, mais c'est parce que justement il y a moins de résistance à la frustration, je pense, que des plus âgés. Mais c'est plus une question d'époque, je pense, que d'âge, je dirais.
Moi, je suis pas de la même génération que toi, mais j'ai aucune résistance par rapport à la frustration. Moi, s'il me fait chier, je me barre. Non, vraiment, je crois pas que ce soit ça. En revanche, si tu gagnes bien ta vie, que tu as des enfants, etc., bah, t'endures davantage avant d'essayer de te reconvertir. Mais après, tu peux aussi te faire virer et monter ta boîte. Donc, je pense que c'est une question simplement peut-être un peu plus sociologique ou de milieu qui fait que, ceux qui regardent YouTube sont un peu plus jeunes ou des choses comme ça. Enfin, il y a peut-être d'autres biais. Et dans le numérique de manière générale, la moyenne d'âge est un peu plus basse. Ils n'utilisent pas les mêmes outils. Pas tout à fait. Parce que du coup, Shine, tu t'adresses aussi à autre chose que des prestataires de services dans le digital. Du coup, tu as peut-être des chiffres un peu plus. Tu veux dire sur le reste en termes d'âge, en fait. En gros, chez nous, j'ai pas regardé les stats par métier, c'est-à-dire que pour moi, quand les gens font des professions intellectuelles de services aux entreprises, ça inclut les avocats et ça inclut etc. Je sais pas précisément chez les aides-soignantes à quel stat on est. Ce que je peux vous dire, c'est que les bikers Deliveroo sont très jeunes en moyenne. Mais ça, j'ai peur que ce soit pas un scoop. En tout cas, finalement, c'est un peu multigénérationnel, multi-âge, comment dire ça, peu importe l'expérience finalement qu'on avait avant. Il y a aussi des gens qui se lancent en indépendant ou en freelance tout de suite en sortie d'école. C'est pas forcément qu'une réaction à son employeur. Par contre, ce que vous dites là depuis le début et que je trouve assez intéressant, en étant moi pas spécialiste du sujet, c'est que je sais que moi, je sais pas, il y a 10 ans, quand je pouvais discuter avec quelqu'un qui me disait bah voilà, je suis devenu freelance, je suis devenu indépendant, il y en avait beaucoup qui le faisaient parce qu'ils ne trouvaient pas de boulot. Ils avaient quitté leur boulot plus ou moins de façon choisie et galère au moment de la crise, par exemple 2007-2008, à retrouver un emploi. Donc, je vais devenir indépendant et moi aller chercher des contrats un peu à droite à gauche. Aujourd'hui, 10 ans après ça, du coup, on est vraiment dans quelque chose qui est choisi, c'est une vraie démarche. Je dis, je vais trouver de l'indépendance, de la liberté, je vais aller chercher mes clients. On n'est pas dans quelque chose qui est subi. Il y a encore des gens qui le subissent. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? C'est quoi la proportion de gens qui choisissent vraiment ce statut, ou ce style de vie, presque au-delà du statut, et ceux qui le subissent? Alors, je ne sais pas si Nicolas a des chiffres, ça serait intéressant. C'est très difficile à dire. Évidemment qu'il y a des gens qui le subissent. Et de toute façon, parmi l'ensemble des freelances, il y a quand même une bonne partie qui se sont mis à leur compte parce que le salariat n'était pas pour eux, ou pour une raison ou pour une autre. Que ce soit chez des gens peu qualifiés ou chez des gens très qualifiés. On a typiquement le consultant de 50 ans qui se retrouve au chômage et qui, avec son réseau et ses compétences, décide qu'il essaye de monter un business. Mais de l'autre côté, on a aussi un jeune, c'est un cliché, mais c'est un archétype qui reste vrai, un jeune de Seine-Saint-Denis, enfant d'immigrés, qui on n'a jamais ouvert les portes, qui décide que finalement, se mettre à son compte, c'est une solution, et puis travailler sur des plateformes pour être chauffeur VTC, c'est une solution. Alors, est-ce que ça, c'est subi ou est-ce que c'est choisi? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que ce qu'ils subissent, c'est un monde du travail qui est impitoyable pour eux, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce qu'ils sont trop colorés, soit parce qu'ils n'habitent pas au bon endroit, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes cases sur leur CV, et qui, du coup, font ce qu'ils peuvent. Ou est-ce que c'est choisi? Oui, en fait, ils se prennent en main et choisissent. Et puis, il y a quelque chose de très aspirationnel là-dedans. Et Nicolas racontait tout à l'heure qu'il parlait avec beaucoup de chauffeurs qui disaient qu'en général, ils sont très entrepreneurs, les chauffeurs de VTC sur les plateformes numériques, qui en général sont très entrepreneurs dans l'âme et se voient pas du tout salariés. Ils disent je vais pas chercher un boulot salarié après. C'est assez amusant. Il y a une étude qui a été faite en Europe sur les indépendants en général. Et quand on demande aux Européens s'ils sont plutôt contents d'être aux indépendants donc, s'ils sont plutôt contents d'être leur propre patron, est-ce qu'ils ont envie de le rester, la réponse est oui à 89%. Et c'est toute profession confondue, du coup. Donc c'est vraiment un chiffre très élevé. Et c'est vrai dans tous les pays. Quand on regarde, alors, il y a des pays où c'est 70 et d'autres où c'est 90. Et globalement, ça dépend un peu de la façon... j'ai l'impression qu'on aura une question là-dessus à la fin. Et Malte a fait un sondage avec des chiffres encore très spectaculaires parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'informatique donc qui sont encore plus dans une position de choix où c'était 90 ou 91% des freelances sur la plateforme Malte qui disent avoir choisi d'être freelance. Et donc la satisfaction à être indépendant est beaucoup, beaucoup plus élevée en moyenne que ce qu'on pourrait croire, en fait. On penserait que ce serait à peu près équilibré, etc. En moyenne, les gens disent qu'ils sont contents de ça. Ça ne veut pas dire tout le monde, mais ça veut dire que ça plaît aux gens. Est-ce que là, on touche pas un peu la limite de
du terme indépendant ou freelance qui en fait regroupe énormément de choses. Parce que ma question, voilà, quand on entend parler de freelancing un peu subi, on pense justement plutôt aux livreurs en vélo qu'on voit dans nos rues. Je pense que c'est pas pire que de dire salarié en fait. Ouais, alors ça l'est dans le sens où tu n'accèdes pas à plein de choses et on y reviendra. Voilà, en termes de crédit, d'assurance, de chômage, aujourd'hui, c'est quand même. Ces gens-là, demain, ils seraient embauchés par la plateforme mobile. Pour eux, je pense que ça leur irait aussi très bien. Et aujourd'hui, c'est un accès à l'emploi, à une forme d'emploi, à du travail, à de la rémunération, sans CV, sans expérience. Mais du coup, en étant indépendant, pas salarié, si demain il pouvait être salarié, il le ferait aussi très probablement, en fait, je pense, dans ces cas-là. Là, on parle de salariat déguisé. Ouais. Le salariat déguisé, c'est une réalité, c'est-à-dire des entreprises ou des plateformes qui font appel à des indépendants qui ne sont pas du tout indépendants par choix. En général, il y a absolument tous les éléments d'un lien de subordination. On leur impose des horaires ou pas forcément. En tout cas, on leur impose un certain nombre de choses. On leur impose un costume, une manière de travailler, voilà, toute une charte concernant leur équipement. En gros, on leur impose tous les moyens d'aboutir au résultat, ce qui est l'inverse du travail indépendant. Donc ça, c'est une réalité. Il y a beaucoup de plateformes, notamment Uber, Deliveroo, qui sont en train de batailler juridiquement pour dire non, nos indépendants sont vraiment indépendants. Et puis de l'autre côté, on leur dit mais non, ils ne sont pas si indépendants que ça. Regardez, il y a un faisceau d'indices qui montre qu'en fait, on a affaire à du salariat déguisé. Alors, je n'ai pas la réponse, hein, c'est compliqué comme sujet. En revanche, il est évident que parmi les indépendants, et notamment tous ceux qui et notamment beaucoup chez des gens peu qualifiés, il y en a énormément qui sont dans une situation de salariat déguisé. Je faisais une plaisanterie sur le côté les salariés aussi, c'est très différent, mais en fait, il y a un peu une forme de refus d'obstacle face à la complexité que représentent les différents statuts indépendants. Parce que comme c'est un peu nouveau et qu'on a l'impression de ne pas en connaître énormément, on se dit oui, mais c'est plein de situations différentes et donc on ne peut pas les mettre dans le même panier. Mais très sincèrement, entre quelqu'un qui gagne le SMIC et a des conditions de travail terribles et un grand patron d'une boîte du CAC 40, les deux sont salariés et il n'y a absolument rien de commun dans leur situation, mais rien, ni même la forme de leur rémunération, etc. Pourtant, c'est des salariés. Et ça ne nous choque pas de parler des salariés en général. Et en fait, les indépendants sont certes dans des situations très diverses, parce que parfois, ils travaillent de manière indépendante par choix, d'autres parce qu'ils y viennent par nécessité, etc. Mais ils ont quand même des problèmes qui sont très similaires, et les deux principaux d'entre eux sont la complexité administrative à laquelle ils font face et l'absence de protection sociale pratiquement totale. Je dis pratiquement totale parce qu'on a quand même le remboursement des soins, etc. Mais globalement, quand on n'a pas de clients, on ne gagne rien, et quand on est malade, on n'a pas d'indemnité. Et donc il faut prendre en charge toute cette complexité. Et ça, c'est commun à tous les indépendants. Et en fait, c'est pas parce que c'est beaucoup de situations différentes qu'il faut refuser de traiter ça comme un sujet de société majeur et cohérent, en fait. Indépendants, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne sont pas salariés. Et c'est leur seul point commun. Mais maintenant, c'est vrai, Nicolas a tout à fait raison sur le salariat. En fait, le salariat n'est plus ce qu'il était. Le salariat s'est énormément dégradé. Et aujourd'hui, quand on parle de précarité, moi, ça a tendance à m'énerver quand on associe précarité à travail indépendant de manière systématique. Donc, bien sûr, il existe des indépendants précaires, c'est pas faux. Mais en termes quantitatifs, c'est peu, c'est très très peu. C'est un pourcentage très très faible de la population active. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage des travailleurs de plateformes type Uber, Deliveroo, ce que ça représente sur la population active? Parce qu'on parle tout le temps d'Uber. Est-ce que vous avez une idée? Non? 0,001%. Alors Uber par-ci, Uber par-là, enfin, c'est quand même c'est quelques milliers de personnes en fait, quelques dizaines de milliers de personnes en France. Donc c'est un phénomène assez marginal, ça, la précarité des indépendants. Alors, marginal, encore une fois, avec une certaine prudence, hein, bien sûr qu'il y en a. En revanche, la précarité des salariés, c'est en augmentation absolument exponentielle. Des travailleurs pauvres, c'est un phénomène nouveau, y compris en France. Avant, on parlait de travailleurs pauvres américains. Maintenant, il y a les travailleurs pauvres en France. Tous les nouveaux entrants dans le salariat, quasiment, ont des CDD. 9 emplois salariés sur 10 qui sont créés sont des emplois en CDD. Donc la précarité
dans le salariat, c'est extrêmement courant. Il y a tout un tas de sociétés qui se créent, qui externalisent des services pour les entreprises. Donc avant, par exemple, une femme de ménage était l'employée de l'entreprise dans laquelle elle faisait le ménage. Maintenant, elle est l'employée d'une société intermédiaire qui externalise les services de ménage pour le compte des entreprises. Donc vous imaginez s'il y a un intermédiaire de plus, la paye elle est encore bien plus basse. Et qui en plus ont pour habitude d'avoir des pratiques très horribles, qui du coup précarisent énormément l'emploi de ces personnes. Il y a une dizaine d'années, il y a la journaliste Florence Aubenas qui avait écrit un livre qui s'appelait Le quai de Ouistreham, qui parlait de toutes ces personnes peu qualifiées, ou parfois d'ailleurs qualifiées, mais faisant des métiers très très peu payés. De la galère que c'était d'être femme de ménage en Bretagne dans les années 2000. Et elle s'était inspirée d'une journaliste américaine qui avait fait la même chose 10 ans avant. Et ce dont elle parle, c'est exclusivement des salariés. C'est pas des freelances. Et ça, cette forme de précarité-là, elle est en augmentation. Parce qu'on externalise toujours plus, parce qu'il y a de plus en plus de ces sociétés qui servent d'intermédiaires et qui, souvent, pas toutes, mais souvent, sont un peu des parasites, pour dire les choses un peu crûment. Du coup, ça m'énerve quand on dit précarité égale indépendant, parce que précarité, à 99%, c'est des salariés. Ouais. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que de la même manière qu'un salarié peut être très bien payé parce qu'il a bien négocié son salaire, un indépendant peut aussi, s'il se débrouille bien, gagner beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est disparate dans les deux, que ce soit pour les salariés ou pour les indépendants. Il y a des indépendants qui gagnent très très peu, il y a des indépendants qui gagnent beaucoup. C'est après tout un travail à faire. Il faut se former aussi pour être capable de comment est-ce que je fais pour bien facturer mon travail, pour ne pas me faire exploiter. Enfin, le truc, c'est que quand on est salarié, il y a pas il y a une limite vers le bas. Je veux dire, on peut pas être payé moins de temps. Je ne sais pas si dans le freelancing il y a un minimum, si on peut, mais en tout cas il n'y a pas de maximum. Donc ça a des avantages et des inconvénients. Mais voilà, c'est juste pour dire que dans les deux cas, il y a des précaires et il y en a qui s'en sortent très bien. Pour rebondir sur ce que tu dis, et justement le freelancing, ça va être parfois une bouée de sauvetage pour des salariés pauvres. Et aux États-Unis, sur des plateformes comme Uber et Lyft, c'est surtout des gens qui sont salariés à côté, en fait. Et seulement leur revenu étant très, très bas, comme ils sont précaires, ils complètent leur revenu en ayant une activité en freelance. Et il y a beaucoup de salariés qui complètent leur revenu en ayant une activité en freelance. Du coup, ça brouille énormément les cases et les choses, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui sont aussi indépendants, des indépendants qui sont aussi salariés. Salarié ne veut pas dire précaire, indépendant, enfin bref, on sort complètement des cases et ça devient compliqué de trouver des mots sur les phénomènes qui se passent. Mais là, c'est parce que vous associez précarité à la rémunération. Et c'est peut-être la bonne. Non. La précarité, c'est pas savoir de quoi demain est fait. Alors c'est ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'on associe quand même pas mal la notion de précarité au freelancing. Quand on est en CDD, on n'est pas sûr d'avoir du boulot demain. Non, mais on a quand même d'autres formes de protection, le chômage, la retraite, ce genre de choses qu'on n'a pas quand on est indépendant. Donc, je dis pas que c'est la réalité, je dis juste que c'est souvent comme ça qu'on l'associe, notamment dans les médias, etc. C'est-à-dire que en fait, ce qui est critiqué chez une plateforme de livraison de repas à domicile, c'est pas toujours tant le niveau de rémunération des livreurs, c'est plus si demain ce livreur il se casse la jambe, il tombe en vélo, il peut plus livrer. Donc certes, il est plus payé, mais il n'a pas en plus toutes les protections sociales qu'il peut avoir comme un salarié, même mal payé, même sur du CDD, pourrait avoir. Donc est-ce que le problème il n'est pas là, parce que tout à l'heure vous disiez on est un peu sur la fin d'un deal dans le milieu du travail aujourd'hui, où finalement, puisqu'on allait bosser 30 ans dans la même boîte, on cotisait tous les mois pour tout ça, donc la société pouvait couvrir toute cette solidarité. Comme on change complètement de modèle, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe, et est-ce que la précarité, elle vient pas de ça en fait aujourd'hui, plus que de la rémunération? La protection sociale. Il faut réinventer toute la protection sociale, et notamment le chômage. Il faut redéfinir, mais pour tout le monde, ce que c'est que le chômage, parce que pour les salariés, ça a déjà changé. Depuis qu'il existe la notion de rupture conventionnelle, en fait, concrètement, on a des gens qui finalement choisissent de quitter un emploi et d'avoir le chômage. Mais pourquoi les indépendants, ils n'auraient pas ça? Pourquoi les indépendants, ils ne pourraient pas dire, voilà, pendant 3 mois, je me forme, j'aimerais bien toucher le chômage?
puisqu'on a déjà revu la définition, c'est pas forcément une situation à subie et un chômage technique, un chômage économique. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir? Donc ça, le chômage, c'est déjà une chose. La retraite, c'est pareil, parce que c'est en train de se dégrader pour les salariés. Est-ce qu'il ne faut pas réinventer autre chose, redéfinir absolument l'ensemble de ce contrat social qu'on a fait? C'est évidemment vrai. Sur les sujets santé, mais logement, parce qu'il y a des nouveaux risques. Alors, tu parlais des indépendants qui, effectivement, une des grandes différences, c'est qu'ils n'ont pas accès au logement. Et ça, ils ont ça en commun avec les gens en CDD. C'est que si on n'a pas une fiche de paye de CDI, pas possible d'avoir un bail, de signer un bail, notamment dans les grandes capitales, dans toutes les grandes villes denses et chères. C'est pas possible, même si on gagne bien sa vie, si on n'a pas une fiche de paye, c'est très compliqué. Mais si on a un CDD, c'est pareil, c'est très compliqué de signer un bail et encore plus, évidemment, d'avoir accès au crédit bancaire. Donc là, il y a des points communs de précarité. En revanche, c'est vrai que sur la question, ils ont quelques droits de protection au chômage, enfin, ils ont un peu plus que les indépendants des plateformes, par exemple. Est-ce que la réponse à ça, du coup, elle est publique? C'est une réponse de l'État, on doit changer le modèle. Ou est-ce que ça peut aussi être une autre réponse? On prend toujours cet exemple-là, il faut peut-être qu'on en trouve d'autres, mais Uber a annoncé il n'y a pas très longtemps, par exemple, fournir des assurances privées, pour le coup, à ses chauffeurs. Congé maternité, si la chauffeur est une femme, du coup, ce genre de choses, mais c'est porté par une offre privée, c'est pas porté par l'État. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je me permets juste de faire un petit signe à la régie. Non, on avait 1 heure de... Vous me faites des signes pour la demi-heure, mais on a 1 heure de discussion. C'est un petit truc entre nous. Je suis désolé de le dire à votre, mais c'est pour que vous vous rassuriez. Vous me faites des grands signes depuis tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce que la réponse, c'est nécessairement qu'une réponse publique? Est-ce que c'est une réponse privée? Est-ce que c'est les deux? Il va falloir que tout le monde s'adapte. Je pense qu'il va vraiment falloir que tout le monde s'adapte. Déjà, ça va représenter de plus en plus de gens dans les années qui viennent, et ça, à peu près toutes les études s'accordent là-dessus. Donc ce sera une part de plus en plus importante de la population. Donc nécessairement, les pouvoirs publics vont devoir prendre en compte les intérêts de cette population dans le modèle de sécurité sociale qu'on construit. Si vous voulez. Et donc tout ce qui est, que ce soit le chômage ou la sécurité sociale ou les retraites, il va falloir s'adapter et prendre en compte les besoins de cette population-là. S'appuyer uniquement sur l'État et se dire c'est l'État qui fera tout, je pense que c'est utopique. L'État a des ressources limitées, une forme d'inertie contre laquelle on ne pourra rien. Et si on veut que ces travailleurs aient accès à une protection sociale cohérente avec ce qu'ils font, donc ça veut dire peut-être pas exactement la même que les salariés, parce que s'ils ont envie de plus de liberté, ils ont peut-être aussi envie de choisir plus de choses eux-mêmes. Mais en tout cas, il faut que ce soit simple et accessible. Et si on veut faire du cas par cas, c'est probablement le privé qui est le mieux placé pour répondre à ces trucs-là. Ensuite, il faut aussi créer des outils pour que les indépendants puissent gérer leur activité facilement, parce qu'aujourd'hui, la complexité est proche de celle d'une boîte de 10 personnes quand on est tout seul, alors qu'on n'a ni le temps, ni les compétences, ni rien de ce qu'il faut pour le gérer correctement. Et puis, il va falloir que les entreprises qui sont clientes des freelances, et de manière générale tous les gens qui sont clients des freelances, parce qu'il peut y avoir des particuliers qui font appel à des freelances aussi, il va falloir s'adapter à leurs besoins et apprendre à travailler correctement, en bonne intelligence et avec les contraintes qu'implique le freelancing. C'est pas forcément un compliment de dire à un freelance qu'on lui propose un CDI. C'est pas forcément normal de mettre un terme à sa relation commerciale du jour au lendemain. Il y a plein de choses comme ça qui doivent rentrer dans les mœurs. Ça veut pas dire qu'il faut jamais lui demander de venir travailler dans notre cas du bureau, si on a envie d'être un peu ensemble de temps en temps aussi et de pouvoir construire une relation qui est un peu différente du travail purement à distance. Donc très clairement, tout le monde va avoir besoin de s'adapter. Ma conviction, c'est que jamais le freelancing ne prendra énormément si on n'a pas une forme de protection sociale adaptée aux indépendants. Et ça, clairement, c'est les organismes privés et les organismes publics qui doivent travailler dessus. Ça, pour la France ou plus globalement à une échelle? Est-ce que c'est parce que nous, on a une histoire d'un modèle social hyper protecteur, très solidaire, ou ce que tu dis là peut s'appliquer aussi dans d'autres pays européens? Étonnamment, c'est vrai absolument partout, parce que dans tous les pays, la protection sociale est liée à l'emploi qu'on occupe et au CDI. Et même en France, où du point de vue américain, on est un pays purement communiste, on voit que le chômage et même les indemnités, les congés maladie, sont liés au fait qu'on a un CDI et qu'on cotise à une caisse particulière. Aux États-Unis, il n'y a pas cette forme de protection sociale, mais du coup, c'est des boîtes privées financées par les entreprises qui financent la protection sociale. Donc dans les deux cas, quand on est freelance, en fait, on n'a pas de employee benefits, et c'est ce qui ressort dans tous les articles anglo-saxons sur le sujet, et ça se confirme en Espagne, en Italie, en Allemagne, dans tous ces pays, on regarde et c'est la même chose. Maintenant, il y a une prise de conscience dans tous les pays.
Il y a quand même la branche de la sécurité sociale, en l'occurrence la santé, qui en France concerne les freelances exactement à égalité avec les salariés. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas on n'en repaye pas des congés maladie. En revanche, tous les soins médicaux, ils sont couverts exactement à égalité avec les salariés. Et en fait, c'est énorme parce que justement, quand on observe les drames qui se passent aux États-Unis où la couverture médicale n'est pas du tout une évidence. D'abord, les coûts de santé peuvent être 10 fois plus élevés qu'en France. Vous avez des ruines, des faillites de familles entières à cause d'un cancer. Des gens qui perdent tout, leur maison, voilà, et puis des générations entières de vie qui peuvent être complètement gâchées. Donc la sécurité sociale, c'est quand même une institution, alors tout à fait vrai que c'est lié à l'emploi pour une partie de ces prestations, mais néanmoins c'est une institution puissante à laquelle on est attaché pour la plupart des Français en tout cas, et qu'on peut faire évoluer. Et qu'on doit surtout conserver et pour laquelle on devrait lutter. Et je trouve que personne ne lutte pour la sécurité sociale, ce qui est bien triste. Non, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en termes de sécurité sociale, il y a des trucs sur lesquels c'est exactement pareil d'être indépendant ou salarié. Donc les remboursements des frais de santé, c'est 100% les mêmes. Les allocations familiales, c'est exactement les mêmes, il n'y a aucune différence. Et il y a des trucs pour lesquels il n'y a rien. Le chômage, c'est absolument zéro. L'arrêt maladie, c'est absolument zéro. Et la retraite, c'est quelque part entre les deux, mais globalement, c'est pas génial. Mais c'est amusant de voir qu'il y a des sujets sur lesquels on s'est dit non, c'est important que tout le monde, comme tout le monde paye des charges, tout le monde a exactement la même chose. Il y a des sujets sur lesquels on s'est dit non, ça en fait on s'en occupe pas du tout. Mais ça, historiquement, c'est les indépendants qui en voulaient pas. En fait, les indépendants traditionnels, artisans, commerçants, professions libérales, qui étaient plutôt aisés pour la plupart, hein, ces indépendants-là, et plutôt de l'argent, ils se sont dit oh, mais non, on n'a pas trop envie d'être dans les mêmes caisses que les salariés, on va créer notre propre caisse. C'est ça qui a abouti à la création du RSI. Où justement, il se dit, bon, bah, nous, on va avoir notre système à nous, et puis pour nous, le chômage, ça n'a pas trop de sens. Si notre activité ne va pas, bah, c'est pas vraiment du chômage. Si notre activité tourne un peu moins bien, ou si on fait moins de chiffre d'affaires, c'est les aléas du business. Voilà, c'est pas la mentalité du salarié, quoi. C'est un autre rapport au risque, un autre rapport à la protection sociale. Et donc, en revanche, la santé, oui. Donc, en fait, c'est un peu le résultat de choix qui ont été historiquement faits par les indépendants eux-mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, les nouveaux indépendants, est-ce que ce sont les mêmes que ceux-là? C'est la grande question. Est-ce qu'il faut réinventer autre chose? Alors, avec un mix de tout, des mutuelles à créer, des syndicats à créer, il y a plein de choses à créer. Ça veut dire qu'on doit revoir le modèle de cotisation, alors aussi, du coup. Ça, je ne me prononcerai pas. Mais juste, je pense qu'il faut aussi prendre conscience en tant qu'indépendant qu'à un moment, c'est nous qui nous créons notre propre sécurité. Et qu'il y a des principes de base, mais c'est-à-dire que souvent, moi j'ai des questions de gens qui veulent se lancer du jour au lendemain. Le principe d'avoir un fonds d'urgence pendant quelques mois, enfin bref, se constituer une épargne perso sans dépendre de qui que ce soit, sans dépendre de l'État ou quoi. Je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation à faire par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup qui prennent presque le freelancing pour du salariat sans les contraintes. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre, enfin, selon moi en tout cas, c'est quand même un statut qui est différent. Ça a beaucoup d'avantages, ça a ses inconvénients, mais on peut parer contre ces inconvénients à partir du moment où on prend pleine possession et responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je me suis fait avoir assez vite. À un moment, je suis passé de 7% d'impôt à 40% du jour au lendemain parce que j'avais déclaré 100 €, je crois, en décembre au lieu de janvier. Ça, personne m'avait prévenu ou quoi. Il y a un moment, en fait, soit je pense je pleure sur mon propre sort en me disant ah mince, j'ai passé tout est pas assez transparent, j'ai pas assez de sécurité, ou alors, voilà, j'essaye de faire grossir mon business. Et bref, du coup, être plus positif que sur la défensive en se disant il faut plus de... Alors évidemment, je pense qu'il faut plus de... notamment la retraite, il faut plus de sécurité, etc. Mais je pense aussi qu'il faut essayer de penser un peu différemment par rapport à ça. Le freelancing, c'est être indépendant, c'est aussi être indépendant. Donc indépendant par rapport à un employeur, mais bon, un petit peu par rapport à l'État aussi. Alors je suis pas... Ouais, c'est intéressant parce qu'on est presque sur des choix de société, on est presque dans la conviction aussi politique. Il y a plein de modèles différents. Ce dont on est sûr, c'est que le modèle actuel, il n'est pas du tout adapté à cette évolution du monde du travail qui est plutôt massive et dans laquelle on est en train de rentrer, quoi. Finalement, c'est à nous de créer notre propre modèle. Aujourd'hui, on peut créer son job et du coup, on le disait tout à l'heure, mais entre un freelance livreur et un freelance consultant, dans le marketing digital, c'est tout un monde. Donc, il y a vraiment une infinité de possibilités. Moi, en même temps, j'ai un business sur Internet. Bref, en fait, c'est à nous de créer la vie qu'on veut réellement en dehors de l'entreprise, quoi. Enfin, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'on est responsable de notre propre sort, quoi. Est-ce qu'il y a des pays où
qui ont un peu plus anticipé que nous ces évolutions-là, où on trouve de meilleures protections? Est-ce qu'il y a des modèles en fait qu'on peut prendre, dont on peut s'inspirer, ou pas? Où on a l'opportunité d'être un modèle? La Belgique est pas mal. Ouais. Donc justement, il y a des sortes de mutuelles assez puissantes qui offrent voilà, toute une série de services aux freelances. Ils Donc ont c'est aussi, des offres privées. c'est des offres essentiellement privées, mais alors je ne suis pas experte de la Belgique malheureusement, mais je crois qu'il y a aussi eu des évolutions au niveau de la protection publique en fait. Enfin, et puis ils ont créé un troisième statut entre l'indépendant et le salarié. Enfin, ils ont mené une réflexion assez aboutie là-dessus. Dans pas mal de pays d'Europe, ils ont poussé assez loin quand même, en tout cas la réflexion et certaines transformations de leurs institutions. D'accord. Parce que là, on a beaucoup parlé finalement, d'adaptation, de la protection un peu publique, peut-être parfois vers des formes plus privées, mais tout à l'heure, on évoquait aussi rapidement le fait que même certaines offres privées ne sont pas adaptées à ce nouveau mode. Typiquement, les banques, les prêts bancaires dont on peut avoir besoin pour acheter une maison, un appartement. Aujourd'hui, on arrive, je suis indépendant, j'ai du coup aucune forcément visibilité sur les revenus, etc. C'est warning, tout le monde ferme la porte. Ça aussi, du coup, on doit aller vers une adaptation de ça. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Ça bouge un peu déjà aujourd'hui ou pas? Toi qui, voilà, justement, est sur ces sujets-là, quelle est ta perception un peu de... Tous les établissements financiers regardent cette cible avec intérêt. Ouais. Tout le monde se dit que... Avec intérêt. Avec intérêt, ouais. Mais tout le monde se demande comment gérer ça, parce que c'est très difficile de mesurer le risque d'un indépendant. Mais ouais, toutes les grosses banques, en l'occurrence, se demandent comment faire pour proposer des produits adaptés aux indépendants, aux auto-entrepreneurs, aux professions libérales, aux freelances du web, etc. Aujourd'hui, un des autres gros soucis des indépendants, c'est qu'ils ont un accès très difficile au crédit, clairement. Que ce soit le crédit conso, le crédit moyen terme, le crédit immobilier, tout ça, c'est hyper compliqué. Et il n'y a absolument aucune raison structurelle pour que ce ne soit pas possible. La seule chose, c'est qu'il faut recréer des modèles de calcul du risque différents, avec des informations et des données différentes. C'est là que des services comme le nôtre peuvent intervenir, parce qu'on connaît bien cette cible et qu'on peut aider à comprendre les comportements et aider à faire du crédit. Mais c'est clair que c'est pareil. Les gens prendront toujours un job salarié au moment d'acheter leur maison, si jamais c'est pas possible d'acheter un crédit en étant indépendant. Donc ça fait partie des problèmes à résoudre avec la protection sociale, ouais, très clairement. Oui, cette question de la solvabilité, en fait, ça aussi, c'est une invention du système Fordiste. Tout d'un coup, avec la fiche de paye, les banques ont fait une innovation qui était, à partir de la fiche de paye, je dis, voilà, il y a une solvabilité plus future et donc je te prête de l'argent. Et ça, c'est une grande innovation des années 50 qui a amené à la création de toutes ces grandes banlieues aux États-Unis où les gens ont acheté leur maison et tout. Donc ça, c'était une innovation du XXe siècle. Et en fait, la solvabilité, aujourd'hui, elle devrait se définir de manière complètement différente, parce qu'avoir un emploi salarié, en réalité, ne garantit pas la solvabilité future, parce qu'on peut se faire virer, parce qu'on peut être déclassé, enfin, il y a plein de raisons. Et puis, à l'inverse, chez un indépendant, il y a beaucoup d'indépendants dont, j'imagine qu'avec des datas comme celles qui sont collectées par Shine, on permet de dire qu'effectivement, le risque est très faible, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de contrats, qui ont une grande variété de clients. Ça peut être le nombre de clients, ça peut être le secteur, ça peut être plein de données qui montrent que, en fait, voilà, c'est des gens qui savent rebondir très facilement et qui ont des revenus important. Donc c'est vrai qu'un bon développeur, même indépendant, en général, il est solvable et il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Et puis, c'est marrant parce que moi, avant, j'étais fonctionnaire, j'avais une fiche de paye, j'étais fonctionnaire. Donc, alors n'importe qui vous loue un appart, alors qu'en fait, je gagnais rien. Non, mais je gagnais pas beaucoup d'argent, en fait. Donc, c'est absurde, c'est complètement déconnecté des réalités, en fait, économiques, de ce que c'est que la solvabilité. C'est-à-dire que j'étais plus à risque en réalité de ne pas payer mon loyer parce que j'avais moins d'argent qu'aujourd'hui où je suis indépendante. Donc c'est juste le fait que même si tu avais peu d'argent, tu avais la garantie de l'avoir tout le temps, finalement. Oui, mais si j'ai un petit accident et que je suis obligée de payer autre chose parce que j'ai pas de réserve, je peux ne pas payer mon loyer. Ouais. Donc le fait d'avoir quelque chose qui arrive tous les mois, en fait, ne devrait plus être une garantie de... comment dire, être la seule mesure de la solvabilité, en fait. Et puis, en plus, ça peut s'arrêter demain. En tant qu'indépendant, on peut avoir beaucoup d'argent de côté et pouvoir tout payer cash s'il le faut. Enfin, c'est-à-dire que il y a vraiment un problème à ce niveau-là, ouais. Parce que
un SMIC, ton travail s'arrête du jour au lendemain, pour le coup, bah, tu es moins solvable en réalité que quelqu'un qui est un indépendant qui ne travaille pas pendant 3 mois et qui pourtant a assez de côté pour vivre pendant 1 an, quoi. Est-ce que sur ces évolutions nécessaires à la fois côté public et privé pour sortir complètement un peu de cette image d'une potentielle précarité liée au statut, est-ce qu'on en est loin? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que ça bouge comme il faut? Ou à l'inverse, est-ce que c'est de pire en pire? Enfin, voilà. Vers quoi on va? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Non, je pense que tous les pouvoirs publics en ont conscience et il n'y a pas une seule réglementation, à ma connaissance, qui a été mise en œuvre dans les 5 dernières années en Europe qui soit défavorable aux indépendants. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut voir le truc. Clairement, lors de la dernière élection, le sujet du statut des indépendants, de leur protection sociale, etc., a été vraiment sur le devant de la scène et on en a beaucoup parlé. La création du statut micro-entrepreneur, ça en faisait partie. Il y a eu aussi des modifications en Italie, en Espagne ces dernières années. Donc non, clairement, tout le monde pousse dans ce sens. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps mais ça concerne, encore une fois, c'est tellement des tendances de fond de la société, c'est tellement à la fois des gens qui le font et par nécessité et par aspiration personnelle que ça va nécessairement bouger. Donc moi, je suis assez optimiste. Mais... Vous deux aussi? Oui, je pense que c'est quelque chose qui va aller dans ce sens-là. Enfin, il y a une vraie envie qui est croissante. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raison que ça s'arrête un jour ou quoi. Et après, voilà, il y a tout un travail à faire de la part des entreprises. Il y a un encadrement, notamment. On parlait de salariat déguisé, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de questions à régler qui sont loin d'être traitées. Et un autre exemple un autre point que je voulais mentionner, c'est qu'un indépendant qui paye autant que quelqu'un qui a une boîte, qui a une start-up de plusieurs employés, enfin, il y a quelques incohérences comme ça, il y a quelques trucs absurdes. Fiscal, ouais, au niveau fiscal, par exemple, on paye beaucoup de choses, on n'a pas de retraite. Enfin voilà, c'est-à-dire que, évidemment, c'est au cas par cas, mais il y a quand même quelques absurdités à régler à ce niveau-là. Moi, je suis assez pessimiste sur les pouvoirs publics. C'est-à-dire que je trouve pas que ça soit extraordinairement ambitieux ou que ça soit à la mesure, enfin, qu'ils prennent la mesure en fait des évolutions. En revanche, je suis optimiste sur un certain nombre d'initiatives, on va dire de la base, des communautés qui se créent. Voilà, j'espère qu'il y aura des syndicats de nouvelle génération qui vont se créer et devenir puissants et réinstaller une forme de négociation collective, surtout pour les gens qui ont des revenus faibles. Hein. Je suis optimiste par un certain nombre de startups qui se créent autour des startups, Shine, WeMind, voilà, donc des nouvelles mutuelles et assurances nouvelle génération qui, pour le coup, ont vraiment bien compris ce qui se passait et permettent d'aller au plus près des besoins des freelances. Donc, je suis mitigée. D'accord. Si on essaie de répondre à la question qui nous est posée là, précarisation ou émancipation, finalement c'est un peu des deux. Enfin, mais pas tant que ça de précarisation qu'on pourrait l'avoir en tête. Comme ça, en lisant simplement dans les médias, c'est que c'est un vrai choix, c'est pas subi, ce style de vie, ce mode de vie, cette indépendance. On se posait ici la question de savoir pourquoi les freelances n'avaient pas accès à certaines couvertures sociales, le chômage, etc. Mais justement, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça, les charges et les impôts afférents? Parce qu'on entendait une impression de « on paye beaucoup », mais en fait, c'est souvent une impression, parce qu'en passant du statut de salarié, on passe au statut d'indépendant, et on n'a jamais eu l'occasion de voir toute la chaîne de taxation qu'on a, par contre, quand on est employeur. Et on a tout d'un coup l'impression de se dire « ah, on paye beaucoup », mais en fait, on paye peu. Voire, c'est souvent adossé même à ce qu'on pourrait appeler des niches fiscales. Enfin, pour moi, l'auto-entrepreneur, c'est une niche fiscale. Et même l'utilisation du chômage pendant un certain temps pour lancer son activité, etc. Ouais. Donc, est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer ça? Et un dernier complément avant de rendre le micro, je voudrais mentionner une grande oubliée souvent dans ce débat, qui est la maternité, qui est un point qui est absolument pas traité et qui, pour le coup, ne pourra pas être couvert par du privé, parce que c'est de la mutualisation à l'échelle de la société. Et pour le coup, je crois que c'est couvert dans l'offre qui est proposée aux chauffeuses, chauffeurs, Uber, ouais. Par exemple, voilà, c'est un cas qui est couvert. On s'adresse qu'aux travailleurs des plateformes, ce qui est une très très petite quantité de gens. Hein. En gros, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer? WeMind a fait un sondage récemment sur le sujet. La réponse est oui. En moyenne, les gens sont prêts à payer pour tout, y compris pour la protection chômage. Donc après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas en moyenne. Le problème, c'est que c'est toujours pareil avec les questions d'assurance et les questions de solidarité. C'est que généralement, ceux qui aimeraient ne pas payer, c'est ceux qui n'en ont pas besoin, et ceux qui sont prêts à payer, c'est ceux qui en ont besoin. Donc ça ne marche que si on mutualise le risque.
Si on me demandait mon sentiment, je dirais que ce serait plutôt une bonne chose d'avoir une protection sur au moins des sujets fondamentaux. Mais c'est pas moi qui décide tout seul. Mais en moyenne, les gens, les indépendants interrogés, ils sont favorables. Donc ça, c'est déjà un élément de réponse. Ensuite, sur la question de l'empilement des charges et des taxes qui sont difficiles à comparer, complètement d'accord. Ça fait un moment qu'on travaille sur une étude qu'on devrait sortir bientôt sur le sujet, où en gros, ça s'appelle freelance ou salarié, qu'est-ce qui gagne le mieux. Et l'idée, c'est d'essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on doit comparer pour savoir si on gagne plus ou moins. Au total, c'est-à-dire en comptant les jours de vacances où je ne serais pas payé, les jours où je serais malade et où j'aurais pas d'indemnité, etc. Et voir à la fin de la chaîne, en fonction des différents statuts, qui en a le plus dans sa poche à la fin. La réponse est évidemment ça dépend, je vais casser tout de suite le suspense, mais surtout on va essayer de découper ça de manière un peu claire pour que les gens puissent comprendre. Et dernière question, celle de la maternité. Aujourd'hui, quand on est en profession libérale indépendant, on a des indemnités, donc un congé mater, mais il est... Alors, dans la très grande majorité des cas, il est plus intéressant que celui du privé, mais il se trouve que c'est forfaitaire et que quand on regarde et que quand on est salarié, c'est proportionnel au revenu. Et en fait, le minimum est plus faible que ce qu'on a au forfait en tant que profession libérale et le maximum est plus élevé. Mais dans tous les cas, ça reste pas énorme, quoi. C'est de l'ordre de 55 € par jour, je crois. Donc chez les salariés, c'est pas si génial que ça. Par exemple, pour ceux qui dépendent beaucoup des heures supplémentaires, le congé maternité, il compte que sur la base, hein. Et c'est un pourcentage de la base. Donc en fin de compte, c'est pas, enfin non, c'est 100% de la base, mais tout ce qui est heures sup, bonus, machin, etc. Donc ça pourrait être mieux. Bonjour. Il y a un élément de précarisation qui, pour moi, est le principal, qui n'a pas été évoqué, c'est la concurrence. Je vous explique tout de suite mon cas. En fait, je suis développeur. J'ai dû faire du recrutement. J'ai trouvé des freelancers qui étaient super top pour remplir le job. Et en fait, je travaillais dans un grand groupe à cette époque-là et on m'a dit non, freelance, c'est pas possible, prends dans une société de service qui est dans nos registres. Du coup, moi, c'est ce qui a fait que j'ai pas voulu me lancer en freelance. Je me suis dit, je vais jamais trouver de travail. Est-ce que vous rencontrez ça aussi et est-ce que c'est vraiment un frein ? Alors, la notion de concurrence, moi, c'est tout mon combat, en fait. Parce que c'est-à-dire que la plupart des freelances se font avoir parce qu'ils proposent un peu tous la même chose. La concurrence, elle existe et elle va être croissante. Il y en aura de plus en plus. Et c'est aussi pour ça que moi, je ne suis pas très fan des plateformes, parce qu'elles uniformisent un peu les prix, elles les tirent vers le bas. Mais la clé pour ça, en général, c'est de se spécialiser. Et il y a des boîtes, moi j'ai arrêté assez vite de travailler avec des agences de communication. C'est-à-dire qu'il y a des clients, des agences, et c'est un peu pareil dans le dev, hein, du coup, il y a des agences, il y a un intermédiaire, enfin il y a un client, il y a un intermédiaire qui est l'agence, et il y a le freelance. Et l'idée, le mieux pour s'en sortir, en tout cas, c'est de bypasser l'intermédiaire, c'est de ne pas essayer de bosser pour l'intermédiaire, mais directement avec le client. Et comment est-ce qu'on fait ça ? En justement se spécialisant. Et c'est possible notamment quand on est, ou en tout cas en ayant une plus-value claire. Moi, le problème que je vois, c'est pas souvent chez les développeurs, c'est plutôt chez les graphistes, les professions créatives, mais il y a moyen de rationaliser sa promesse quand on est créatif. Souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'au lieu de vendre de la technique, on ne vend pas du langage, enfin, j'y connais rien en dev, mais on ne vend pas du JS, etc. On vend ce que va permettre le JS, en fait. C'est une question de marketing, là, pour le coup, mais ça change absolument tout. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que les intermédiaires, en général, vendent à leurs clients. Donc, en fait, la clé pour ne pas subir la concurrence, c'est justement d'utiliser ce genre de technique, marketing, mais de se brander comme une agence et comme une... J'y connais rien, mais c'est les SS2I, un truc comme ça, c'est ça. Voilà. Le moyen, c'est d'utiliser les mêmes techniques, et pour ça, il faut pas... Chacun fait ce qu'il veut, et c'est bien de commencer comme ça, mais l'idée, dans l'idéal, et c'est comme ça qu'on gagne le mieux en tant qu'indépendant, c'est en ne travaillant pas pour ces intermédiaires, mais directement avec le client, en cherchant directement le client, en montrant sa plus-value, qu'on peut résoudre le problème. Voilà. Et les graphistes, je prenais l'exemple des graphistes parce que souvent ils me disent moi je suis graphiste, je peux pas, j'ai rien à apporter à part, je crée des logos, etc. Mais comment est-ce que je peux montrer que j'ai une vraie plus-value ? L'idée, c'est de rationaliser sa promesse. Un web designer, par exemple, il ne faut pas qu'il vende du web design, il faut qu'il vende de l'augmentation de taux de conversion sur un site internet. Et en fait, essayer de matérialiser son impact, avoir un vrai résultat business. Et ça, pour les métiers créatifs, c'est pas forcément évident. Pour les devs, c'est aussi faisable, hein, tout comme en marketing digital, en tant que consultant marketing digital. Le côté positif pour vous, c'est que les SS2I, elles ont énormément de mal à recruter.
Et donc, du coup, les grandes entreprises, elles sont pour beaucoup en train de changer leur process pour pouvoir traiter directement avec des freelances et plus avoir dans l'ensemble que des listes de référencement hyper fermées où elles traitent que avec des SS2I. Donc les SS2I, elles ont du mal et c'est là qu'est l'opportunité pour vous. Il faut les squeezer, quoi. Faut les Tout le squeezer. monde ne va pas être content, mais J'espère qu'il n'y en a pas trop dans la salle, ouais. Quoi. j'ai rien dit. Je crois qu'il y avait encore pas mal de questions, mais Ouais. on arrive à la fin du timing. Vous êtes encore là après, peut-être sur les autres jours du festival aussi, donc n'hésitez pas à les solliciter, à leur poser des questions. Petite dernière, non? Une petite dernière? Allez, rapide. Non, mais, en plus, c'est pas vraiment une question, donc ils n'ont même pas forcément à intervenir. C'est plus un témoignage, parce que vous avez beaucoup évoqué les autres pays, etc., en généralisant un petit peu. Je voulais juste rappeler que le plus fort taux de pourcentage d'indépendants, c'est ni en Europe, ni aux États-Unis, mais dans les pays émergents. Je vis en Ouganda, en Afrique, il y a 80% d'indépendants. Malheureusement, c'est que très rarement par choix, bien sûr. Et puis pour revenir sur le côté générationnel des choses, j'ai 55 ans et je viens de m'installer en tant qu'indépendant et je trouve qu'on a aussi peut-être plus de facilité parce que notre vie est non pas derrière nous, il y en a encore beaucoup devant, j'espère, mais en tout cas c'est beaucoup plus facile parce que voilà, je suis célibataire, mes 2 enfants sont grands et indépendants, l'impact il n'est que sur moi-même, ma réussite ou ma non-réussite, ça n'a pas énormément d'impact, donc c'est peut-être plus facile aussi de se lancer à une certaine période de la vie. Voilà, c'était juste un témoignage. Parfait, merci. L'étude à laquelle je faisais référence, effectivement, c'était une étude sur l'Europe des 28, et c'était la moyenne. Effectivement, il y a des pays comme la Grèce ou l'Italie où la crise a tapé assez fort, où il y a une beaucoup plus forte proportion de gens mécontents, et typiquement, la proportion la plus faible de gens contents d'être à leur compte, c'était dans ces pays où c'était pas par choix au départ. Mais c'est intéressant de constater que même dans ces pays-là, c'était 70%. Alors, je parle pas de l'Inde, des pays d'Afrique, etc. Merci beaucoup à tous les trois.